Parce que la vie change, c'est jamais pareil avec Frédéric Tremblay. Jean-Marc Limoges, c'est un enseignant en littérature et en cinéma au niveau collégial. C'est aussi l'auteur d'un livre, d'un essai, Victor et moi, paru il y a de ça quelques semaines aux éditions Boréal. Mais c'est surtout un professeur qui est passionné, qui croit au potentiel de ses élèves et qui veut allumer un feu, un brasier, souffler sur ce brasier et qui veut faire les choses différemment. Et dans son ouvrage, il fait en quelque sorte l'exposé du professeur idéal qui se fait encore trop rare selon lui. Il est avec nous ce matin pour nous expliquer sa pensée, tout ça. Jean-Marc Limoges, bonjour. Bonjour Frédéric. Ce livre, est-ce que c'est une croisade contre nos méthodes d'enseignement au Québec en 2021? Une croisade serait beaucoup dire, je dirais plus modestement, un témoignage. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre-là. Et on dirait qu'un des moteurs qui démarre, on le lit dans les premières pages, la réponse, c'est plate, mais c'est comme ça. Vous l'avez entendu lorsque vous étiez élève, et on dirait que cette phrase, vous ne l'avez jamais acceptée comme réponse. En fait, c'est sûr que quand on est un jeune élève à la maternelle, première année, deuxième année de primaire, etc., on pense que c'est la réponse, tu sais. Comme je l'explique dans le bouquin, un de mes premiers traumatismes existentiels, c'est quand j'ai remarqué que l'avant-midi, on nous parlait d'Adam et Ève, qui étaient les deux premières personnes de l'humanité, et puis que l'après-midi, on nous parlait des hommes des cavernes comme étant les premières personnes de l'humanité. Alors moi, dans la tête du gamin de 6 ans, 7 ans que j'étais, je comprenais pas. Il y avait ce qu'on appelle en philosophie une dissonance cognitive. Alors je demandais à mes professeurs, mais qui était venu en premier? Et on me répondait, écoute, c'est plate, mais c'est comme ça. C'est une réponse qu'on nous serve souvent, pas seulement dans des points de vue philosophiques comme ça, mais dans plein de matières. Dans plein de matières, alors que les matières devraient tout sauf être plates. Vous avez raison. L'enseignement, c'est quelque chose je me sers d'un aphorisme, d'un proverbe, d'un adage humaniste, qui est très, très beau et qui dit tout. L'élève n'est pas un vase qu'on remplit, c'est un feu qu'on allume. Et moi, on m'a pas allumé quand j'étais gamin. Et c'est pour ça que le sous-titre du bouquin, c'est « Enseigner pour se venger ». C'est pour me venger des profs incompétents que j'ai eus. Et très modestement, je le répète, j'essaie tout simplement d'être pour mes étudiants aujourd'hui, pour mes étudiantes aujourd'hui, le prof que j'aurais aimé avoir, tout simplement. C'est quoi votre relation justement avec l'enseignement que l'on connaît au Québec en 2021? Où le bas blesse, Jean-Marc Limoges? Oh mon Dieu, alors là, c'est une grande question qu'on prend souvent par la grande porte, alors que je trouve que, paradoxalement ou ironiquement, cette grande porte-là ouvre sur un cul-de-sac. C'est-à-dire que on envoie souvent la scrap dans la cour du voisin, comme on dit, le voisin étant le système. Alors là, on se plaint du système, c'est le système d'éducation, c'est le ministère de l'Éducation du Québec. Mais en fait, le système, il est quand même activé par des êtres humains, tu sais, et c'est quand même des profs qui sont à la base de ce système-là. Et il y a une phrase qu'on répète souvent dans les milieux de l'enseignement, dans ta classe, c'est toi le boss. Donc, je me dis, dans quelle mesure est-ce que c'est le système avec un grand S qui est responsable si chacun des profs peut faire à peu près ce qu'il veut dans sa classe? Donc, moi, je pense que le problème, il vient d'en bas puis pas d'en haut. Mais est-ce que les profs devraient, parce que souvent les profs ont des objectifs, ont des grilles, on doit donc préparer les élèves pour tel examen, on veut avoir une progression. Comment vous avez confiance qu'on pourrait laisser comme ça les profs librement, donc diriger les élèves pour les amener comme ça vers la fin de l'année? Bon, alors, c'est une très bonne question. Moi, de mon point de vue, là, un prof fait profession de pensée. Mais il faudrait quand même qu'il pense aussi sa profession. Quand on reçoit des devis ministériels, on a effectivement des objectifs. Mais ces objectifs-là, puis des matières à couvrir. Mais quand même, si je donne un exemple très concret, dans le premier cours de littérature au cégep, on doit couvrir une période qui commence au Moyen Âge et qui se termine au 18e siècle. Ça nous donne quand même une grande marge de manœuvre pour choisir les œuvres. Donc, on n'est pas ligoté, menotté, bâillonné, censuré. Ensuite, il y a un objectif qui est très simple, c'est de réussir à passer une épreuve uniforme de français au bout des 4 sessions. Épreuve uniforme de français qui, une fois qu'elle sera passée, sera complètement inutile dans la vie de ses étudiants. Alors, moi, je me dis, si je les forme pendant 4 sessions pour passer une épreuve uniforme de français dont ils vont se foutre éperdument une fois qu'elle sera réussie, je trouve que c'est avoir des perspectives d'avenir bien peu développées. Alors, ce que je fais, c'est que je leur enseigne à faire une épreuve, je leur montre à faire une épreuve uniforme de français. Je leur montre à la réussir au la main, mais j'inscris ça dans un programme plus large, plus grand, plus enivrant.
Donc, il n'en tient qu'à moi d'inscrire les demandes ministérielles dans des projets beaucoup plus fun. Et on le voit, vous faites confiance à l'intelligence, à la curiosité des élèves et vous abordez l'aspect des lectures obligatoires. Certaines personnes sont réticentes en disant, il y a des jeunes qui sont pas prêts à lire des grands classiques, c'est peut-être trop difficile pour eux. Vous, c'est pas du tout votre ligne de pensée. Bon, mais ma ligne de pensée se réduit à peu de mots. Personne n'aime se faire prendre pour un épais. Non, point final. Moi, j'aime pas me faire prendre pour un épais. Vous aimez pas vous faire prendre pour un épais. Les étudiants non plus. Et moi, je trouve qu'il y a un mépris chez certains profs à l'égard des étudiants. C'est-à-dire que entre collègues, quand on se voit au début de session, la première question qu'on se pose, c'est quelles sont les œuvres que tu mets au programme? Et moi, quand je donne ma réponse, on me répond souvent... blame me, mais t'as pas peur de les effrayer, c'est beaucoup trop compliqué pour eux. Moi, je trouve que ça, c'est une forme de mépris. C'est de prendre les élèves pour moins intelligents qu'ils ne sont. Et comme disait l'autre, il faut toujours s'adresser à notre interlocuteur, non pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut être. Et donc, moi, dès le début de la session, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs hier et c'est ce que je m'apprête à faire cet après-midi, je leur présente un ensemble d'œuvres, à peu près 50 œuvres parmi les grands classiques de la littérature française et québécoise, et je leur demande tout simplement d'en choisir une qui leur ressemble. Eh bien, là, on vient de contourner ce fameux problème de lecture obligatoire, de lecture imposée, qui est tout sauf stimulant. Mais attendez, Jean-Marc Limoges, souvent on a tous été étudiants, souvent il y a des étudiants qui vont se rabattre sur le livre avec moins de pages. Et puis, j'en ai une qui vient de choisir Notre-Dame de Paris. Bon, mais ça, on parle de 625 pages. OK, on va relativiser maintenant avec les notes, là. C'est une question que je pose souvent, puis là, vous allez sentir le piège. Mais si je vous dis, entre un étudiant qui sort de mon cours à 92% puis un étudiant qui sort à 24%, lequel est le meilleur? Et évidemment, on répond celui à 92. Mais si celui à 92 est rentré dans mon cours à 90, puis l'autre est rentré à 24, le deuxième a fait beaucoup plus de progrès. On est d'accord là-dessus. Oui, c'est un point de vue, oui. Ça vient relativiser cette frénésie des notes et puis de la cote R, puis etc., tout ce qui s'ensuit. Il devrait en aller de même pour les bouquins. Je veux dire, celui ou celle qui choisit le petit bouquin de 50 pages, c'est peut-être parce qu'il n'a jamais rien lu dans sa vie. Et l'autre qui choisit Notre-Dame de Paris avec 126 pages, c'est peut-être pas son premier bouquin. Et elle est peut-être plus affamée que le premier. Pourquoi est-ce que j'interdirais ça, moi, de permettre à chacun d'aller à son rythme? Votre passion, Jean-Marc Limoges, parce qu'à la lecture de ce livre, est-ce que c'est la littérature ou c'est la langue française? Ça, je dirais que à votre tour, c'est une question piégée. La langue française est absolument magnifique. Elle est loin d'être aussi compliquée et complexe, repoussante et rébarbative qu'on essaie de nous le faire croire. Vous vous amusez beaucoup avec le français, les temps de verbes là-dedans, même les tournures de phrases. Vous vous amusez, vous vous éclatez dans ce roman, dans cet essai. Pour moi, l'écriture, c'est comme pour d'autres faire du tricot. Là. Ça m'apaise. Moi, c'est ludique. Pour moi, un livre, c'est un carré de sable dans lequel je m'amuse. Et pour moi, la langue, elle recèle, elle cache un nombre incalculable de possibilités, d'ambiguïté, de double sens, de polysémie. On peut faire des jeux de mots. Je veux dire, moi, enfant, s'il y a quelqu'un qui m'a marqué, c'est Sol. Et j'avais le disque Sol interdit aux adultes. Et puis, j'ai dû réécouter ce disque-là 1 milliard de fois. Et je pense que ça se retrouve dans mon écriture. Je pense qu'il y a un aspect qui est très ludique. Et pour moi, la langue, elle peut servir à plein de choses. Elle peut servir à communiquer, à expliquer comme on le fait maintenant. Mais la langue peut aussi servir à mentir, à manipuler, à raconter des histoires drôles. Elle peut servir à donner des ordres pour aller tuer l'ennemi. Mais moi, je m'en sers pour jouer. Vous avez raison et vous jouez admirablement bien avec cette langue. Il y a une phrase que j'ai retenue dans votre essai, Jean-Marc Limoges, qui résume bien, je crois. Ça se passe dans la portion de l'entrevue à la fin du livre où vous dites « Il faut évaluer les étudiants non pas sur la certitude de leurs réponses, mais sur la pertinence de leurs questions. » Oui. Oui. Là aussi, c'est jouer un peu contre le système, là, si tant est qu'on est des esclaves du système. C'est pas simplement une boutade, c'est pas simplement une figure de style. J'ai effectivement fait ça. Un jour, j'avais une charge de cours à l'Université Laval en cinéma et j'avais proposé ça aux étudiants. J'avais dit, je vais vous noter pour le travail de mi-session, non pas sur la certitude de vos réponses, mais sur la pertinence de vos questions. Et l'exercice consistait tout simplement à les amener à formuler une problématique
problématique, ce qu'on appelle une problématique, c'est-à-dire une remarque, une question, puis une hypothèse. Et je me rendais compte qu'à l'université, c'était pas clair, c'était pas évident pour eux parce qu'on ne leur avait jamais montré. Et du coup, ça a été plus difficile qu'ils ne l'avaient pensé. Et l'exercice est admirablement bien déroulé, puis ils en ont tiré un énorme profit. Donc, c'est possible d'évaluer, si tant est qu'il faut évaluer, des étudiants sur la pertinence de leurs questions plutôt que la certitude de leurs réponses. C'est tellement beau. Jean-Marc Limoges, en terminant, soyez honnête. Est-ce que tout ce qui est relaté dans cet essai est véridique? Parce que là, parfois, dans vos relations, dans vos réponses avec les personnes dans votre parcours, je me suis demandé, est-ce qu'il est vraiment comme ça dans la vraie vie? Bon, écoutez, l'écriture, c'est de la dramatisation. Et puis, j'aurais envie de répondre par une phrase de Louis-Ferdinand Céline. Il y a dans un de ses romans, je pense que c'est Mort à crédit, il raconte l'histoire. Il était sur un paquebot en mer avec 3000 passagers, puis le paquebot coulait. Donc, il raconte ça. Puis, il y a quelqu'un qui demandait à un de ses amis, mais est-ce que c'est vrai? Il dit, un peu. En fait, ils étaient sur une barque et ils étaient 3. C'est une perspective. Jean-Marc Limoges, ça s'appelle Victor et moi, c'est un essai. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir et j'espère que beaucoup de futurs étudiants auront la chance de lire ce livre. Ça va vraiment allumer des lanternes, je crois aussi, même des phares pour certaines personnes. C'est vraiment, j'ai passé un excellent moment, Jean-Marc Limoges, et j'ai très hâte au prochain ouvrage que vous allez publier. Merci infiniment. Jean-Marc Limoges, merci beaucoup, passez une bonne journée. L'ouvrage s'appelle Victor et moi et c'est aux éditions Boréal.